Bonjour Doug, pourras-tu venir demain ou dois-je t'attendre la semaine prochaine? Le chef de la brigade des chargeurs tend de l'argent à Doug Williams. Doug, un grand garçon râblé aux cheveux blonds clairs légèrement bouclés, a heureusement accepté l'argent pour son service de déchargement. Nous verrons bien, répond Doug en souriant, si je ne peux pas gérer mon autre emploi à temps partiel d'ici le soir, alors n'attendez pas. Le contremaître hocha la tête en signe de compréhension, toujours en train d'essayer de joindre les deux bouts. Je respecte cela, Doug. Vous êtes un travailleur acharné. Je n'ai pas rencontré quelqu'un comme toi depuis longtemps. Les gens viennent généralement nous voir parce qu'ils sont dans le besoin ou pour gagner de l'argent pour bouse. Doug prend une grande inspiration et répond, on pourrait dire que je suis ici par grand besoin parce que la boisson ne m'a jamais intéressé. Les deux hommes se serrent la main et se séparent. Doug est reconnaissant à l'homme d'être toujours prêt à lui donner du travail. Il y avait toujours besoin de travailleurs pour charger et décharger les marchandises sur le quai de la gare, ce qui permettait à Doug d'avoir un emploi stable à temps partiel. Doug a eu 25 ans le mois dernier, il l'a fêté de manière simple, en achetant un grand sac de ses biscuits au sucre préférés dans un magasin bon marché et en les partageant avec ses voisins dans la maison abandonnée où il résidait depuis 2 ans. Doug a passé la majeure partie de sa vie dans la rue, errant dans la région ou s'installant temporairement dans des villes tranquilles qui acceptaient mieux les sans-abri que l'effervescente métropole. Cette fois, le jeune homme a eu de la chance, il s'est lié d'amitié avec un groupe de sans-abri qui, comme lui, était très intelligent et plein de bonté, mais qui avait malheureusement connu des temps difficiles. Ensemble, ils ont créé un espace de vie décent dans la spacieuse maison abandonnée. Doug n'était pas un sans-abri typique qui noie son chagrin dans l'alcool ou qui a recours au vol. Il gagnait modestement mais honnêtement sa vie par des moyens légaux, en travaillant à la transformation dans une usine de recyclage ou comme ouvrier à la gare. C'était sa stratégie de survie habituelle, qui lui permettait d'éviter de s'engager dans des activités criminelles. Doug préfère ne pas s'attarder sur son enfance. Son expérience à l'orphelinat a été difficile, les éducateurs le maltraitaient souvent, ainsi que les autres enfants, et ne semblaient pas aimer les enfants en général. Ils justifiaient leur méthode dure par une éducation réaliste. Cependant, Doug soupçonne que ces personnes prennent plaisir à tourmenter ceux qui sont plus faibles qu'eux. Le jeune Doug s'est souvent enfui de l'orphelinat pour échapper aux coups et aux reproches constants. Il errait alors dans les rues, imaginant ce qu'aurait pu être sa vie s'il était né dans une famille normale et aimante. L'incident qui a finalement conduit Doug à quitter définitivement l'orphelinat s'est produit pendant son adolescence, lorsqu'il a sauvé un petit chiot affectueux d'un homme cruel pendant l'une de ses absences non autorisées. L'homme s'était arrêté sur un pont, prévoyant de jeter le chiot, enfermé dans une boîte en carton bien tassée, dans la rivière. Doug, qui passait par là, a entendu le chiot gémir. Il se rend vite compte qu'il y a une créature vivante à l'intérieur de la boîte. « Eh, mec, qu'est-ce que tu fais ?» Doug demande à l'homme costaud qui s'apprête à jeter la boîte à l'eau. « Ce ne sont pas tes affaires. Sors d'ici, petit, pendant que tes bras et tes jambes sont encore intacts, » dit l'homme grossièrement et se retourne pour regarder Doug. Mais dès qu'il le fit, les entrailles de Doug se serrèrent de douleur et de colère. Ce n'était pas n'importe quel homme qui se tenait devant lui, mais Richard Watson, le directeur de l'orphelinat. Doug soupçonnait depuis un certain temps que leur directeur souffrait d'une anomalie mentale, mais une telle cruauté envers un chiot en plein jour dépassait l'entendement. Doug ne pouvait pas rester sans rien faire. « Monsieur Watson, posez la boîte, s'il vous plaît, » demande Doug aussi calmement qu'il le peut. « Ne faites pas de mal au chiot. »« Que faites-vous ici, vous ne devriez pas être à l'appel » demanda le directeur avec un sourire cruel, puis il menaça l'élève de l'orphelinat. « Je vais rapporter cela à Monsieur Ross. Il s'en occupera à sa manière, peut-être qu'alors tu comprendras que s'échapper de l'orphelinat n'est pas une bonne idée. » Doug ressentit une vive douleur due aux ecchymoses encore en voie de guérison de sa dernière rencontre avec Monsieur Ross, le professeur d'éducation physique. Monsieur Ross était connu pour utiliser divers objets pour discipliner ses élèves, et la dernière fois, Doug avait été battu avec la pelle du concierge. Le corps de Doug était couvert de blessures, ce qui l'a cloué au lit pendant une semaine. Malgré cela,
le directeur et le personnel de l'orphelinat estimaient que de telles mesures disciplinaires étaient nécessaires pour maintenir l'ordre et la paix au sein de l'institution. De nombreux enfants, en particulier les nouveaux ou les plus âgés, ont essayé de dénoncer les enseignants à la police, mais malheureusement, leurs appels ont été ignorés. Doug soupçonnait l'officier de police local d'être ami avec le directeur de l'école, et il a donc délibérément ignoré la violence et la brutalité qui régnaient. Doug évite de penser à ce qui arriverait aux garçons qui chercheraient de l'aide auprès d'autres adultes, sachant que de telles tentatives sont sévèrement punies à l'orphelinat. Mettez la boîte par terre, s'il vous plaît, demanda à nouveau l'adolescent, avec plus d'insistance cette fois. Ou quoi? Rétorqua Monsieur Watson avec un sourire insolent. Il fait pendre la boîte au-dessus de la surface argentée de la rivière, en la tenant de façon à ce qu'elle soit pratiquement suspendue à ses doigts. Imbécile, Doug. Peu importe le nombre de fois où je t'ai battu, tu n'apprendras jamais. La pitié et les sentiments sont nos plus grandes faiblesses et nos plus grands ennemis dans la vie. Oh, tu as eu pitié d'un chien des rues. As-tu déjà pensé à ce qui se passera quand il sera grand? Il sera comme toi, errant dans les rues, ou mieux, il mourra de faim sous une clôture. Au pire, ils la captureront et lui feront subir des sévices inimaginables, des choses que tu n'envisagerais même pas dans tes pires cauchemars. En disant cela, le directeur a regardé un moment la boîte contenant le chiot, puis il a ajouté d'une voix douce, d'une certaine manière, je fais du bien à cette chienne, je lui montre de la pitié, il vaut mieux mettre fin à ses souffrances maintenant plutôt que de les laisser s'aggraver au centuple plus tard. Qui êtes-vous pour décider qui mérite de vivre et qui ne le mérite pas? Rétorque Doug, la voix pleine de détermination, vous n'avez pas non plus le droit de faire du mal aux enfants de l'orphelinat. Alors, tu ferais mieux de me donner le chiot si tu ne veux pas aggraver ton cas. Vous menacez de me rendre la vie difficile, répond Monsieur Watson, un éclat de rire soudain lui échappant. Oh, c'est amusant. Écoutez, Williams. Rappelez-vous ceci, je n'hésiterai pas à vous écraser de mes propres mains. S'il faut en arriver là, vous cesserez d'exister, le monde n'a pas de place pour des gens comme vous. Un sans-abri de moins dans les rues, c'est un affamé de moins. Votre absence ne fera verser aucune larme à personne. Voyant le bon moment pour agir, Doug s'élança rapidement et avec précision vers le directeur de l'école. Il vise le tibia de l'homme d'un coup de pied. Pris au dépourvu, le directeur poussa un cri de douleur et lâcha involontairement la boîte des mains. Williams, le directeur furieux, cria, « Une fois que tu seras de retour à l'orphelinat, je ferai en sorte que tu sentes la colère de mes mains. Tu finiras à l'infirmerie pendant 1 mois, à soigner tes blessures, petit ingrat. » Doug, lui, n'attend pas d'en savoir plus. Sans hésiter, il s'empare de la boîte et s'enfuit. Il sprinta dans la rue aussi vite qu'il le pouvait. Retourner à l'orphelinat n'était plus une option pour Doug. Il savait que s'il le faisait, il serait sévèrement puni. Le directeur avait raison, personne ne serait au courant de sa situation et il ne manquerait à personne. Après avoir atteint un endroit apparemment sûr, une rue éloignée dans un quartier résidentiel de la ville, Doug s'autorisa enfin à s'arrêter, il s'assit sur un vieux banc et posa soigneusement la boîte à côté de lui. Les doigts tremblants, Doug ouvrit prudemment la boîte pour découvrir une paire d'yeux noirs terrifiés et un visage acéré de renard qui le fixait. Le chiot était un croisement de teckel et de corgi, maigre et mal nourri. En voyant Doug, le chiot gémit à nouveau et tente de sortir la tête. « Viens ici, mon petit », dit Doug en soulevant le chien hors de la boîte. Il le tient contre sa poitrine et commence à le caresser doucement, alors que le chiot continuait à gémir. Doug rassura la créature tremblante de sa voix apaisante. « Ne pleure pas, tout ira bien à partir de maintenant. » Le petit chiot regarda le jeune garçon avec des yeux tristes, puis, confiant, se blottit contre lui, cherchant réconfort et chaleur. « J'ai décidé de t'appeler Lucky. Cela te convient-il » demande Doug au chien. Lorsque le chiot entendit son nouveau nom, il commença à remuer la queue avec enthousiasme, comme pour montrer qu'il approuvait le nom choisi. « C'est super, Lucky. Nous entamons un nouveau chapitre de notre vie, et personne ne pourra perturber notre bonheur, surtout pas ces fauteurs de troubles de l'orphelinat.
Lucky sembla comprendre le ton de Doug et répondit par un grognement doux mais assuré. « Oui, mon cher compagnon, je suis ravi de t'avoir avec moi. » Répondit doucement le garçon en prenant le chiot dans ses bras alors qu'il commençait à se promener dans la rue tranquille. À partir de ce moment-là, Doug et Lucky formèrent un couple inséparable. Quelques années plus tard, Lucky devint un beau chien robuste de couleur chocolat, avec des ressemblances frappantes avec un corgi. Doug avait l'habitude de l'emmener lors de ses promenades dans la ville et ses environs. Malheureusement, Lucky est décédé il y a 1 an. Doug l'a enterré dans une forêt à l'extérieur de la ville et a mis longtemps à se remettre de cette perte profonde. Après avoir terminé son service à la gare, le jeune homme est rentré chez lui. Ses colocataires l'attendaient et ils avaient décidé de préparer une soupe de poisson dans un petit chaudron en fonte. Ce soir-là, l'odeur désagréable de la soupe de poisson, qui semble avoir fait son temps, fait involontairement plisser le nez à Doug. Il réussit cependant à garder un sourire amical en saluant les autres sans-abri. « Oh, Doug est de retour !» s'exclame Carlos, un ancien spéculateur boursier qui a tellement joué qu'il a perdu non seulement ses économies, mais aussi sa maison. « Nous préparons une soupe de poisson ici. Elle est presque prête. Venez vous joindre à nous. » Son voisin l'a invité. « Merci, Carlos », répond Doug en faisant un signe de tête respectueux vers la soupe. « Je suis sûr que cette soupe sera délicieuse, mais j'ai déjà mangé aujourd'hui, peut-être la prochaine fois. » « Je vois que tu ne veux pas trop manger le soir, » lui dit Carlos en lui faisant un clin d'œil amusé. « Vous tous, les jeunes, vous surveillez votre ligne, même quand vous êtes au bas de l'échelle. Pour moi, s'il y a une occasion de manger, je la saisis. » Carlos continue à marmonner quelque chose de bon enfant sous son souffle tandis que Doug réussit à se glisser dans sa chambre. Là, il transfère soigneusement les gains de la journée dans une boîte en fer. Le lendemain, il a prévu de se rendre au centre commercial local pour acheter de nouvelles chaussures de sport. Sa paire actuelle, portée depuis quelques années, tombait en ruine. Il avait économisé avec diligence sur chaque paie pour acheter une nouvelle paire qu'il avait déjà repérée dans la section des soldes du magasin. Après une journée éprouvante, Doug s'installe confortablement dans son lit de fortune et s'endort instantanément. Après avoir travaillé à la station, il réussit toujours à s'endormir dès que sa tête touche l'oreiller. Le lendemain, Doug s'est amusé à regarder les étalages colorés du centre commercial et a finalement décidé d'acheter des chaussures. Doug traversa la longue arche pour se rendre dans une autre section du centre commercial. En chemin, il passe devant une aire de jeux pour enfants très fréquentée. Il sourit en voyant les enfants rire et jouer avec un ballon gonflable surdimensionné. Il se prit à rêver d'une enfance aussi insouciante, sans peur, avec des parents aimants qui lui offriraient de délicieuses glaces. Une soudaine montée de larmes lui brouilla la vue, qu'il s'empressa d'essuyer. Il remarque alors quelque chose d'inhabituel. Au fond de la cour de récréation animée, se dressait une scène carrée d'une hauteur impressionnante, dotée d'une rampe d'accès. Elle était entourée d'une multitude de lumières vives qui créaient une atmosphère festive et joyeuse. À cet endroit, connu de Doug comme un lieu où les animateurs organisent des spectacles vivants pour divertir les enfants pendant que leurs parents sont occupés à faire des courses, il n'y a aucun adulte en vue pour le moment, ce qui est inhabituel compte tenu des règles de sécurité qui exigent que quelqu'un soit présent pour surveiller le fonctionnement de l'équipement électrique. Pris d'une intuition, Doug s'approche de la scène et constate avec inquiétude que de la fumée commence à s'échapper de sa base. Une petite fille, âgée de 6 ou 7 ans, se trouvait à proximité. Occupée à jouer avec un gros ours en peluche et inconsciente du danger potentiel qui se préparait derrière elle. La fumée s'épaissit et l'odeur des fils brûlés envahit les narines de Doug. Doug cria pour alerter la petite fille. « Eh, ma fille, tu dois t'éloigner d'ici, ce n'est pas sûr. » La fillette le regarda d'un air perplexe, haussa les épaules, puis se retourna vers son ours en peluche. Apparemment indifférente à son avertissement, Doug regarda nerveusement autour de lui, essayant de trouver la personne de service, mais il n'y avait toujours personne en vue. « Je ne plaisante pas, c'est vraiment dangereux, tu ne vois pas la fumée ?» Au moment où il termine sa phrase, la scène siffle violemment comme un serpent enragé. La multitude d'ampoules qui la composent se met à exploser les unes après les autres,
créant une cacophonie de bruits sourds et de crépitements, une vague brûlante d'étincelles et de flammes engloutit immédiatement l'espace environnant. Conscient du danger imminent, Doug n'hésite pas à saisir la petite fille. Sans perdre de temps, Doug la protégea de son corps alors que la structure en feu s'effondrait sur lui avec un grondement. La fillette dans ses bras pleurait bruyamment, mais Doug la serra plus fort contre lui, ne ressentant aucune douleur. Ses sens s'émoussèrent, créant un vide surréaliste autour de lui, interrompu seulement par des cris étouffés et lointains et par le cri frénétique d'une femme qui perçait l'air. La prise de conscience que son dos brûlait de douleur le ramena à la réalité, l'adrénaline guidant chacun de ses mouvements. Doug s'extirpe d'urgence de l'épave, serrant une petite fille contre sa poitrine. Une voix féminine stridente retentit au milieu de la cacophonie qui l'entoure. Sans hésiter, Doug tend la fillette à la femme haletante. « Ne bougez pas. »« J'ai déjà alerté les pompiers et l'ambulance, » ordonna la femme. Puis elle entreprit d'éteindre le feu qui couvait dans le dos de Doug à l'aide d'un extincteur portatif. Le contraste soudain et choquant de la température a fait frissonner Doug qui, submergé, a sombré dans l'inconscience. Son dernier souvenir conscient est le visage bouleversé d'une jeune fille. Elle portait un gros nœud aux couleurs de l'arc-en-ciel dans les cheveux, et son mascara coulait en rivière noire sur ses joues à cause de ses larmes incessantes. « Dieu, je suis tellement désolée, murmure-t-elle, la voix tremblante et empreinte de culpabilité. Ces mots résonnent dans l'esprit de Doug alors que son monde est englouti par les ténèbres. Lorsque Doug s'est réveillé, il s'est retrouvé dans l'environnement stérile de l'unité de soins intensifs d'un hôpital, allongé sur le ventre. Le médecin lui explique qu'il a subi une intervention chirurgicale majeure en raison des brûlures étendues et graves qu'il a subies dans le dos. Vous aurez besoin de beaucoup de temps pour vous rétablir, l'a prévenu le médecin. Vous avez de la chance que vos terminaisons nerveuses n'aient pas été endommagées. Cela aurait pu être bien pire. La fille du centre commercial a bien fait d'éteindre rapidement le feu dans votre dos. La fille, murmura Doug faiblement, il y avait une petite fille. Est-elle indemne? La petite fille va bien, ne vous inquiétez pas, le rassure le médecin. Vous avez agi en véritable héros. Vous devez maintenant vous reposer et vous rétablir. La petite fille a été rendue saine et sauve à son père. La direction du centre commercial et ses électriciens devront rendre des comptes. Il semble qu'ils aient négligé un défaut, ce qui a entraîné un contact desserré, par la suite, un court-circuit. À peine capable d'assimiler l'information, Doug réussit à demander « Comment savez-vous tout cela ?» Le médecin lui répond avec un sourire triste. « J'ai un ami qui est le chef des pompiers qui ont répondu à l'incident. Je vous dis tout cela pour que vous soyez tranquille. Qu'en est-il de la jeune femme de garde? Elle a laissé le terrain de jeu et les enfants sans surveillance, demande Doug, la voix à peine audible. Le médecin haussa les épaules et dit, je n'ai pas d'informations sur elle, mais elle ne se laissera pas faire facilement. Il se lève alors pour partir et ajoute, je vais demander à l'infirmière d'administrer une autre dose d'anesthésie. Reposez-vous et nous changerons votre pansement plus tard. Laissé seul, Doug commença à digérer les événements. Il est soulagé de savoir que la petite fille est saine et sauve. Il éprouve également un pincement au cœur pour la femme de service, malgré sa négligence. Bien sûr, elle ne voulait pas que cela arrive. Doug a entamé un long et difficile parcours de rétablissement. Ses journées à l'hôpital sont rythmées par la monotonie des changements de pansement, les démangeaisons incessantes dues à la cicatrisation de la peau et les cauchemars obsédants dans lesquels il revit l'horrible scène du centre commercial en flammes. Mais après un mois de traitement, son médecin traitant lui dit enfin, « Vous allez rester avec nous encore quelques semaines et ensuite ce sera fini », dit le médecin avec un sourire réconfortant sur le visage, vous serez comme neuf, à part quelques cicatrices dans le dos. Ce n'est rien, dit Doug en haussant les épaules. Docteur, vous n'imaginez pas à quel point j'ai envie de quitter cet endroit. Ne vous méprenez pas, je vous suis extrêmement reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mais n'en dites pas plus, répond calmement le médecin. Vous croyez que je ne comprends pas, un hôpital est un hôpital. Le plus important est de limiter au maximum vos visites ici.
J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous en parler, mais il semble que la vie n'ait pas été très tendre avec vous. Où irez-vous après votre sortie de l'hôpital? Doug regarde le médecin attentionné et lui offre un sourire chaleureux. Il est reconnaissant à l'homme de se préoccuper sincèrement de sa situation et de la comprendre. J'ai un endroit où aller, répond Doug, si mes amis n'ont rien dit à personne, j'ai l'intention d'y retourner. Si c'est déjà pris, je trouverai un autre endroit où passer la nuit. Le médecin secoue la tête, consterné. Il n'est pas normal qu'un jeune homme au grand cœur comme vous dorme dans les rues d'ici, dit-il. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une carte de visite. Si les choses deviennent trop difficiles, essayez de contacter ceci. C'est un nouveau centre de bienfaisance qui a ouvert ses portes il y a tout juste 2 mois. Il offre de l'aide aux sans-abri, notamment des repas, un abri et des installations pour se laver. S'il y a de la place, ils peuvent aussi aider à trouver un emploi. Parfois, ils ont des offres d'emploi provenant des services sociaux avec lesquels ils collaborent et de petites entreprises privées à la recherche d'hommes à tout faire. N'hésitez pas à la prendre, elle pourrait vous être utile. Doug a gracieusement accepté la carte de visite et a serré la main tendue du médecin. 2 semaines après sa sortie de l'hôpital, Doug est retourné à son domicile de fortune dans la maison abandonnée. À son grand soulagement, peu de choses avaient changé pendant son absence. Ses anciennes connaissances vagabondes vivaient toujours là et avaient pris soin de ses affaires. Doug, nous pensions t'avoir perdu pour de bon. Où étais-tu pendant tout ce temps? Demande Carlos. J'ai eu un accident, raconte Doug en détaillant tout ce qui s'est passé. À la fin de son récit, il ajoute: j'apprécie sincèrement que vous ayez gardé ma place et que vous n'ayez jeté aucune de mes affaires. Qu'est-ce que tu racontes, Doug? Comment aurions-nous pu? S'exclame Carlos en le serrant dans ses bras. Tu es comme une famille pour nous. On s'inquiétait pour toi mais on ne savait pas où chercher puisque tu n'as pas de téléphone, s'excuse Doug. Je suis d'accord, c'est un problème, poursuit-il. Ne t'inquiète pas, Carlos, je te promets de résoudre ce problème dès que j'en aurai l'occasion. Il faut vraiment qu'on reste en contact. Carlos acquiesce. Plus tard, ils sont allés prendre le thé que leur connaissance Scott avait déjà préparé. Scott, souvent silencieux, n'exprimait ses pensées que dans les grandes occasions. On ne sait pas grand-chose de lui, si ce n'est son amour pour la pêche et son passé dans la police, dont on parle souvent à voix basse et qu'on considère plutôt comme une rumeur. Bonjour, Doug, dit Scott en le saluant doucement. Je suis content que tu ailles bien. Doug lui répondit par un signe de tête et s'installa sur la vieille paillasse, sentant immédiatement une douleur sourde lui traverser le dos. Il serra les dents, essayant de ne pas montrer son malaise aux autres. Malgré ses efforts, son visage soudainement pâle le trahit. Doug, tu ne te sens pas bien? Carlos s'empresse d'offrir à Doug une tasse de thé, suggérant que cela l'aiderait à se sentir mieux. Doug accepta gracieusement et fut surpris de constater qu'il s'agissait d'un délicieux thé noir avec des feuilles de framboise. Scott, la source du thé, a expliqué qu'il séchait des feuilles depuis l'été dernier et qu'il croyait au pouvoir curatif de la nature par rapport à la chimie artificielle. Doug est d'accord avec lui et fait part de sa déception d'avoir ressenti de fortes douleurs au dos alors qu'on lui avait dit que sa peau aurait déjà guéri. Se sentant étourdi par les analgésiques, Doug a décidé de s'allonger après avoir pris ses médicaments, dans l'espoir d'être soulagé. Cette nuit-là, il peine à trouver le sommeil. Des ombres se déplaçaient dans la pièce sombre et il sentait des sueurs froides sur son front et son cou. Après s'être retourné pendant des heures, Doug a renoncé à essayer de dormir. Il se redressa et sortit la carte de visite que lui avait donnée le médecin. Je vais y aller demain, décida Doug, pensant qu'il pourrait peut-être l'aider. Le lendemain matin, Doug se rend au centre de bienfaisance. Son premier espoir était de trouver un emploi et peut-être de bénéficier d'un repas gratuit à la cantine. Une femme sympathique l'a accueilli à l'entrée, après avoir pris connaissance de son objectif, l'a dirigé vers l'agence pour l'emploi. Malheureusement, la chance n'était pas du côté de Doug à ce moment-là, car tous les postes disponibles étaient déjà occupés. Une assistante sociale lui propose de revenir début septembre.
Doug soupire mais hoche la tête en signe de compréhension et remercie l'assistante pour son temps avant de se rendre dans la grande salle à manger du premier étage. En entrant, il est accueilli par l'arôme délicieux de la chaudrée de poulet fraîchement cuite et le parfum du ragoût de légumes. Il a rejoint la file des 20 autres sans-abri affamés qui étaient arrivés au centre ce matin-là, attendant patiemment son tour avec son plateau et ses ustensiles. Il attend patiemment son tour avec son plateau et ses ustensiles. Lorsqu'il arrive au guichet de service, il y a 2 bénévoles, un jeune homme et une femme, qui servent de la nourriture ce jour-là. L'homme étant occupé à servir de la soupe à une autre personne, Doug a dû s'adresser à la femme, dont les longues boucles ondulées étaient cachées sous une casquette grise. « Bonjour, puis-je avoir une portion de soupe ? » « Ça sent tellement bon ici, » dit Doug. « Bien sûr, » répondit-elle en souriant et en versant à la louche une grande portion de bouillon chaud et doré dans son assiette. « Prends en une deuxième aussi. » Le cuisinier en a fait beaucoup aujourd'hui, pensant qu'il y aurait beaucoup de monde. Alors que la femme lui tendait son assiette, leurs regards se croisèrent, soudain, elle devint aussi pâle que la première neige. Manquant de faire tomber la louche de ses doigts tremblants, Doug la regarda avec incrédulité, incapable de croire ce qu'il voyait. Tout ce que Doug réussit à dire, c'est toi. Oh, s'exclama-t-elle en s'empressant de poser l'assiette sur le plateau de Doug, manquant de renverser son contenu. Je suis désolée, s'est-elle excusée. Elle se tourne rapidement vers son collègue, la voix tremblante. Ben, tu peux me remplacer une minute ? Je ne me sens pas bien. Elle enlève son tablier et s'éloigne du comptoir, ignorant les murmures mécontents des autres convives. Attendez, vous m'avez mal compris, l'interpelle Doug. Elle ne l'entendit pas ou choisit de l'ignorer, se déplaçant entre les vitrines jusqu'à disparaître dans la cuisine. Mec, ne fais pas la queue, dit une voix bourrue derrière Doug. Doug s'excusa, quitta la cantine et se précipita sur le serveur. C'était la même fille qui avait abandonné les enfants ce jour fatidique au centre commercial. Doug reconnut immédiatement ses grands yeux gris, qui n'étaient pas maquillés aujourd'hui. Il pouvait lire une véritable culpabilité et de la peur dans les yeux des gens autour du bâtiment du centre de bienfaisance. Doug l'aperçut à nouveau, assise sur un banc près de l'entrée arrière, pleurant amèrement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demande Doug. « Tu es si fâché contre moi ? » Je ne voulais pas t'effrayer. Je suis désolée. La jeune fille en détresse retira lentement sa paume de son visage en pleurs et taché de larmes et regarda Doug avec une amertume insupportable. Mon Dieu, je me sens tellement coupable. S'il te plaît, pardonne-moi si tu le peux. Je pensais juste que tu voulais te venger de moi personnellement. Pourquoi ? Demanda Doug avec un léger sourire. Tu as tellement souffert à cause de moi, sanglote la jeune fille. Je pensais que j'ai cru que tu serais paralysée. J'ai essayé de te rendre visite à l'hôpital, mais le médecin n'a pas voulu me laisser entrer. Seuls les membres de la famille étaient autorisés à attendre. Vous êtes venu à l'hôpital pour me voir, s'étonne Doug, qui ne s'attendait pas à ce que cette jeune femme d'accent grave peine 20 ans se préoccupe de son état après ce qui s'est passé au centre commercial. Ne croyez pas que je n'ai pas été punie, tente-t-elle d'expliquer. J'ai été licenciée le même jour, je n'ai pas été payée pour mon service et j'ai reçu une lourde amende. On m'a reproché d'avoir mis le feu à la scène, mais je n'avais pas l'intention de le faire. Je suis simplement allée me laver les mains après avoir peint avec les enfants, je ne suis partie que 5 minutes. Qui aurait pu penser que cela tournerait si mal ? Elle a baissé la tête dans ses mains, en sanglotant, et a dit à travers ses larmes, « Comprenez-moi bien, je n'ai plus d'argent pour vous aider. Je dois encore de l'argent à ce centre commercial sur mon salaire. » Doug se sentit profondément désolé pour cette malheureuse fille qui semblait être autant victime que lui. S'asseyant à côté d'elle sur le banc, Doug lui tendit la main et lui dit « Je m'appelle Doug, quel est le vôtre ?» La jeune fille lève lentement les yeux vers lui et lui serre prudemment la main. « Je m'appelle Marie, ravie de vous rencontrer, » répondit-elle en souriant. « Marie, ne t'inquiète pas trop. Je ne vous en veux pas pour l'incendie.
Heureusement, nous avons pu sauver cette petite fille et aucun des autres enfants n'a été blessé. Marie, ne veux-tu vraiment pas me demander une grosse compensation ou me maudire jusqu'à mon 7e genou, demande Marie avec de l'espoir dans ses yeux larmoyants. Doug rit doucement et secoue la tête. Non, ce n'était pas du tout dans mes projets, j'étais en colère contre toi au début, pensant que tu avais abandonné les enfants, mais maintenant je vois que tu es honnête. Ce n'était qu'une malheureuse coïncidence. Malgré ses larmes, Marie lui adresse un faible sourire et lui dit « Merci de me croire ». C'est dommage que les responsables du centre commercial et de l'aire de jeu ne voient pas les choses de la même façon. Dans une certaine mesure, ils ont raison, je n'aurais pas dû quitter l'aire de jeu, mais la scène fonctionnait mal depuis un moment et lorsqu'elle n'a pas pu supporter une nouvelle surtension, la faute en est retombée sur l'employée la plus vulnérable, c'est-à-dire moi. Elle fait un sourire triste et s'essuie le visage avec la manche de son uniforme. Doug demande, « Êtes-vous bénévole ici tous les jours ?» Non, seulement 2 fois par semaine, répond Marie. Maintenant, je vends des billets au cinéma et je viens ici parce que j'aime aider les gens, c'est tout. Elle sourit timidement. C'est à ce moment-là que Doug a réalisé qu'il voulait revoir Marie. Maintenant que nous avons mis les choses au clair, cela vous dérangerait-il si je venais vous rendre visite pendant vos heures de travail, demanda Doug avec espoir. Marie l'étudia avant de hocher la tête, et pas seulement ici, venez au Vent du Nord demain soir. C'est le cinéma où je travaille. Ils viennent de sortir un nouveau film d'action. Je te laisserai entrer et tu pourras le regarder en toute tranquillité. Doug est aux anges, la possibilité de revoir Marie et de visiter un cinéma, ce qu'il n'avait pas fait depuis l'âge de 10 ans, le ravissait et il la remercia abondamment. Oh, s'il vous plaît, répond Marie en riant de sa gratitude, je suis juste contente d'avoir pu faire quelque chose pour vous. Doug la regarde solennellement. Tu sais, je viens de réaliser quelque chose. Qu'est-ce que c'est, demande Marie, intriguée, si tu n'avais pas éteint le feu pour moi dans le centre commercial, je ne serais pas assis ici maintenant. Les joues de Marie virent au rouge vif et elle baissa rapidement ses yeux gris brillants. Je dois y aller, Doug. Je dois finir mon service. Sur ce, Marie a sauté du banc et s'est précipitée dans le centre de bienfaisance. Laissant Doug seul avec ses pensées et les sentiments naissant d'un premier amour. Un mois s'écoula, Doug poursuivit sa vie comme d'habitude, mais Marie, qu'il avait commencé à fréquenter, en faisait désormais partie. Il était important pour lui que Marie ne considère pas son statut de sans-abri comme un aspect négatif, mais simplement comme une autre partie de lui-même. La jeune fille ne s'est pas souciée du fait que Doug vivait dans une vieille maison abandonnée. Au contraire, elle éprouvait pour lui une sympathie et une tendresse sincères. Ils n'en parlaient pas, mais tous deux comprenaient que leurs sentiments l'un pour l'autre étaient réels. Marie savait que Doug avait besoin de mettre de l'ordre dans sa vie, c'est pourquoi elle s'est abstenue de lui déclarer sa flamme. Elle-même issue d'un milieu modeste, elle fait de son mieux pour payer le loyer de sa chambre dans une petite auberge. En bref, la relation entre Doug et Marie s'est développée à sa manière et il y avait entre eux un sentiment de compréhension mutuelle. Doug trouvait étrange que Marie n'aime pas parler de ses parents. Il a ouvertement partagé son expérience de l'orphelinat où il a grandi et s'est échappé des terribles conditions qui y régnaient. Marie a sympathisé avec Doug et a révélé que ses parents ne l'avaient jamais comprise, ce qui l'a amené à vivre de manière indépendante et à quitter le village pour la ville. Doug a sympathisé avec Marie, reconnaissant que les différences de génération sont souvent à l'origine de malentendus. Il a toutefois exprimé l'espoir que Marie puisse se réconcilier avec sa famille à l'avenir. Marie a exprimé des doutes, déclarant que son père était sévère et autoritaire, et qu'elle pensait qu'il ne lui pardonnerait jamais de vivre de manière indépendante. Doug a rassuré Marie en lui promettant de la soutenir et en exprimant sa volonté de se donner beaucoup de mal pour elle. Il lui a parlé d'une opportunité d'emploi dans son centre de bénévolat à l'automne. En espérant que cela améliorerait son statut social, Marie exprime sa confiance en Doug et en ses promesses. Marie chuchote en enfouissant son nez dans sa veste, « Je crois en toi et je te soutiendrai dans tout ce que tu entreprendras, je te le promets. » Pendant ce temps,
Alors que Doug déchargeait des marchandises à la gare, Scott s'est approché de lui à l'improviste. Doug est surpris, car le sans-abri, habituellement silencieux, n'a jamais manifesté d'intérêt pour son travail, surtout pas en plein jour. « Bonjour, Scott, lui dit Doug, tout va bien ? Il ne s'est rien passé à la maison ? Non, Scott secoue la tête. Eh bien, je ne suis pas venu les mains vides ici. Prends ça. Sur ces mots, il sortit de sa poche un petit papier plié qu'il tendit à Doug. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Doug, surpris. Tu le déplies là et tu découvriras ce qu'il y a dedans, dit Scott d'un air un peu grincheux. Je n'ai pas l'habitude de lire les lettres des autres. Doug regarda l'homme d'un air perplexe mais déplia la note. Il ne contenait que quelques phrases. Cher Monsieur Williams, je vous suggère de vous rendre au Blue Tower Business Center afin de recevoir une récompense légitime pour avoir sauvé ma fille. Je me rends compte que cette offre est tardive, mais je suis en voyage d'affaires à l'étranger. J'espère que vous ne refuserez pas de me rencontrer. Je suis Anthony Greenspan, le PDG de White Sal. D'où vient cette note ? Demande Scott. Qui vous l'a donnée, Doug ? Mais l'homme se contente de secouer la tête. Je ne sais pas qui l'a écrit. Un homme en noir m'a abordé dans la rue, il m'a remis cette note et m'a dit, le plus tôt sera le mieux. Il m'a également donné $200 pour une livraison rapide. Scott sourit légèrement et montra la note dans les mains de Doug. Des gens sérieux doivent s'intéresser à toi s'ils t'envoient des messages. Si j'étais toi, j'irais là-bas aujourd'hui pour voir ce qu'ils ont à offrir. Doug se contente de hausser les épaules. Il avait compris que le message provenait de l'homme d'affaires dont il avait sauvé la fille d'un incendie sur le terrain de jeu il y a quelque temps, mais il ne s'attendait pas à une récompense, car c'est ce que toute personne honnête ferait. Malgré tout, un sentiment étrange le poussait à se rendre au centre d'affaires, une prémonition à laquelle Doug avait fini par se fier. Après avoir terminé son travail, il se dirigea vers la Tour Bleue. Ce gigantesque gratte-ciel d'affaires était situé dans le quartier le plus prestigieux de la ville, regorgeant de boutiques de luxe et de piétons bien habillés. Pendant un instant, Doug eut l'impression de pénétrer dans un monde complètement différent. Son humble demeure se trouvait à la périphérie de la ville, et il ne s'aventurait que rarement dans le centre-ville. Il préférait éviter d'attirer l'attention des autorités et se tenir à l'écart des riches. Bien que conscient de sa place dans la hiérarchie sociale de la ville, Doug aspire secrètement à goûter au style de vie somptueux de ces personnes bien habillées, dîner dans des restaurants haut de gamme et conduire des voitures de luxe. « Bonjour », dit-il à la réceptionniste en entrant dans le centre d'affaires. Je suis ici pour voir Monsieur Greenspan. J'ai un rendez-vous. La réceptionniste, aux cheveux lissés et à la silhouette élancée de ballerine, examine Doug avec scepticisme, de la tête aux pieds. Puis, ses fins sourcils se soulèvent de surprise. Votre nom de famille, s'il vous plaît, demande-t-elle d'un ton neutre, s'apprêtant à consulter sa tablette de travail. Doug Williams, répond Doug, s'attendant à être mis à la porte à tout moment. Mais une minute plus tard, la femme lui sourit poliment. Monsieur Greenspan vous attend. Veuillez vous rendre au 24e étage, où quelqu'un vous attendra et vous escortera jusqu'au bon bureau. Doug remercia brièvement la secrétaire et entra prudemment dans l'ascenseur en verre, éblouissant et totalement transparent. À son arrivée à l'étage, il est accueilli par le garde personnel de Monsieur Greenspan, qui l'escorte jusqu'au bureau de l'homme d'affaires. En s'approchant de la porte, Doug ressent une excitation inhabituelle, comme si sa vie entière dépendait de cette rencontre avec le célèbre homme d'affaires. « Calme-toi, Doug, se dit-il. Pourquoi es-tu nerveux, Doug, on vous a dit que la fille allait bien. » Doug entre dans le grand bureau luxueusement meublé et se tient tranquillement au centre. Devant lui, le dos tourné, se tenait Monsieur Greenspan, un homme d'affaires important de la région. Cet homme grand et athlétique, qui devait avoir une 50aine d'années, tenait une petite tasse de café noir et attendait patiemment son invité inattendu. « Je suis heureux que vous soyez venu me voir aujourd'hui, Doug, dit l'homme d'affaires en se retournant. Il y a longtemps que je voulais rencontrer l'homme qui a sauvé la vie de ma fille. » En voyant Doug, les mains de Monsieur Greenspan ont tremblé,
manquant de renverser le café sur son costume. Son visage est devenu pâle, comme une feuille de papier de bureau, et il s'est accroché au dossier de son fauteuil en cuir pour se soutenir. Un Doug inquiet lui demande, « Vous ne vous sentez pas bien, dois-je appeler une ambulance ? » Mes médicaments sont dans l'armoire, sur l'étagère du haut. Allez les chercher, s'il vous plaît. Sans dire un mot, Doug va chercher les médicaments et les apporte avec un verre d'eau. L'homme d'affaires prend les pilules et saisit inopinément la main droite de Doug, se concentrant sur un petit grain de beauté rond sous son pouce. « Dois-je appeler une ambulance ?» demande Doug, inquiet, « Vous n'avez pas l'air bien. » Monsieur Greenspan lève son visage pâle vers lui et lui dit calmement, « Asseyez-vous. S'il vous plaît. Nous devons avoir une discussion sérieuse. » Vu le ton sérieux de Monsieur Greenspan, Doug s'attendait à une conversation approfondie. Alors qu'il s'installe sur la chaise en face de Monsieur Greenspan, Rose ferme la porte du bureau et la verrouille de l'intérieur. « Parlez-moi de vous, » commence l'homme d'affaires. « Qui êtes-vous? Où avez-vous grandi? Qui sont vos parents? » « Mais pourquoi voulez-vous savoir cela? » demande Doug, raisonnablement curieux. En réponse, Monsieur Greenspan hausse les sourcils de manière suggestive. « Vous voyez, j'ai besoin de comprendre un certain sujet, et je ne peux pas le faire sans le contexte complet de certains événements. » L'homme tapota l'épaule de Doug, puis se rassit sur sa chaise, croisa les mains et s'apprêta à l'écouter attentivement. Avec un soupir, Doug commence à raconter sa vie, y compris son séjour à l'orphelinat, son ami Lucky et sa résidence actuelle dans une maison abandonnée avec d'autres sans-abri. Après avoir terminé son récit, Doug regrette profondément sa décision de venir ici. Il était clair que quelque chose n'allait pas chez cet homme d'affaires. Après avoir écouté l'histoire de Doug, Monsieur Greenspan a été stupéfait et a murmuré, « Vraiment, tes voix sont mystérieuses, Seigneur. » Puis Monsieur Greenspan a lentement tourné sa paume droite vers Doug. À la surprise de Doug, sous le pouce de la main droite de l'homme d'affaires se trouvait un grain de beauté identique au sien. « Quelle coïncidence !» marmonne Doug en regardant le grain de beauté. Il ne comprend pas du tout ce que cet homme riche et excentrique peut bien lui vouloir. « Non, mon garçon, ce n'est pas du tout une coïncidence, » dit Monsieur Greenspan en secouant la tête. « Je vais vous montrer quelque chose maintenant, promettez-moi simplement de ne pas tenter de fuir ou de faire quoi que ce soit d'inhabituel. » D'accord ? Doug se sentait mal à l'aise. Il n'avait aucune idée des intentions de Monsieur Greenspan, mais il comprenait qu'il ne pouvait pas simplement s'enfuir. « D'accord. » acquiesce Doug. Monsieur Greenspan semble un peu perplexe, puis ouvre son ordinateur portable et dit, « J'ai décidé de numériser les archives photographiques de la famille il y a un moment, elles doivent donc être ici quelque part. » Attendez un peu. Il fouille nerveusement dans son ordinateur, puis s'exclame à haute voix, « Oui, elles sont là. Regarde, Doug. » Monsieur Greenspan tourne l'écran de l'ordinateur portable vers le jeune homme. Doug a regardé plusieurs photos et a été frappé de stupeur en voyant son propre reflet sur de vieilles photos en couleur prises dans les années 80 et au début des années 90. Un jeune homme, ressemblant étrangement à Doug, souriait agréablement à l'appareil photo. Les seules différences étaient ses vêtements et une coiffure légèrement différente, ce qui le distinguait de Doug. « Qui est-ce ? » bégait Doug, « Pourquoi me ressemble-t-il autant ?» Monsieur Greenspan se contente de sourire d'un air tolérant. « C'est moi, Doug, en chair et en os. Ne me ressemble-t-il pas ?» L'homme s'est pointé du doigt d'un air interrogateur, invitant Doug à les comparer visuellement. Ce n'est qu'à ce moment-là que Doug remarque la remarquable ressemblance entre l'homme d'affaires et le jeune homme de la photo. Ils partagent les mêmes cheveux légèrement bouclés, les mêmes yeux vert clair, et ils reflètent également l'apparence de Doug. « Comment est-ce possible, Doug ?» demande Monsieur Greenspan d'une voix lasse. L'homme d'affaires soupire lourdement, son sourire s'efface instantanément. « Voyez-vous, il y a de nombreuses années, alors que je venais de lancer mon entreprise, j'ai appris à quel point les partenaires commerciaux peuvent être impitoyables, surtout si vous refusez de leur donner la moitié de votre entreprise et de votre capital. » Vous voulez dire, interrompt Doug, que quelqu'un vous a trahi. Mon meilleur ami, acquiesce Monsieur Greenspan,
et aussi mon partenaire, mon bras droit. L'homme s'affaisse lourdement dans son fauteuil, perdu dans ses souvenirs. Alejandro était avec moi depuis aussi longtemps que je me souvienne. Nous sommes allés à l'école et à l'université ensemble. Plus tard, nous avons créé une entreprise ensemble. Il travaillait comme mon assistant et était un excellent négociateur, mais j'avais toujours l'impression qu'il me cachait quelque chose. Monsieur Greenspan a pris une profonde inspiration avant d'avouer tristement, c'est dommage que je m'en sois rendu compte trop tard, lorsqu'il est venu avec ses associés et a exigé que je lui donne ma part de l'entreprise. Je suis resté choqué et sans voix, incapable de comprendre que mon ami le plus proche puisse me trahir, mais Alejandro était sérieux. Au fur et à mesure que Monsieur Greenspan racontait son histoire, ses mains se sont lentement serrées en poing, montrant la douleur et le désespoir d'un passé qu'il ne pouvait pas changer. Il m'a emmené dans les bois et m'a battu si violemment que j'ai cru que je ne reverrais jamais ma femme et mon fils. Par miracle, j'ai survécu. Un chasseur est tombé sur moi le lendemain matin, alarmé, a appelé une ambulance. Doug a écouté l'histoire de l'homme avec étonnement. Cependant, une question le taraude, quelle est sa place dans l'histoire de Monsieur Greenspan? Doug ne tardera pas à obtenir sa réponse. Alejandro voulait non seulement me détruire, mais aussi s'emparer de ce que j'avais de plus cher, ce pourquoi j'aurais donné ma vie, révèle Monsieur Greenspan en jetant un coup d'œil à Doug. Il a réussi. Il a kidnappé mon fils unique et exigé une forte rançon ainsi que toutes mes actions. Doug expire lourdement, s'attendant à entendre la fin tragique de l'histoire. Qu'avez-vous fait? Demanda-t-il prudemment. J'ai fait ce que tout homme désespéré ferait. J'ai fait confiance à la police, répond Monsieur Greenspan. Quelle erreur fatale, s'exclame Monsieur Greenspan en tapant du poing sur la table, ce qui fait sauter les papiers qui s'y trouvent. Il explique qu'il a informé Alejandro qu'il avait la rançon et qu'il était prêt à la remettre, mais que lorsqu'ils sont arrivés sur place, il n'y avait personne. Alejandro m'a appelé et m'a dit que je ne reverrais jamais mon fils. Il n'a pas précisé ce qu'il avait fait, mais il m'a clairement fait comprendre que je ne devais plus rien attendre, a conclu Monsieur Greenspan, en s'essuyant le visage avec un mouchoir pour enlever la sueur qui s'était formée. Malgré le maintien de l'entreprise, je t'ai perdu pour toujours, mon fils, dit-il en s'adressant directement à Doug. Je t'ai beaucoup cherché, dans le pays et à l'étranger, mais je n'ai trouvé aucune trace. C'est comme si quelqu'un avait intentionnellement effacé toutes les pistes menant à toi. Doug comprend alors que Monsieur Greenspan l'a confondu avec son fils disparu il y a plus de 20 ans. Je suis désolé, mais ce n'est pas possible, a-t-il marmonné, incertain. Si nous étions parents, quelqu'un à l'orphelinat m'en aurait informé. Comment? Demanda l'homme d'affaires, le scepticisme dans les yeux. Leur but était de te cacher le plus loin possible, en espérant que tu ne te doutes jamais que tu peux être le fils d'un homme riche. C'est peut-être pour cela qu'ils vous ont placé dans un endroit aussi terrible, en souhaitant que vous ne subissiez pas les conditions horribles qui y règnent, dit Monsieur Greenspan en secouant tristement la tête. C'est dommage. Ta mère n'a pas vécu pour voir ce moment, Doug. Elle est décédée peu après avoir appris que tu ne reviendrais jamais à la maison. La douleur était irrésistible pour son cœur. Ellie, ma fille, celle que tu as sauvée, est l'enfant de ma seconde femme, Hélène. Ellie est une fille extraordinaire, et je vous suis à jamais reconnaissant d'avoir sauvé votre demi-sœur. Doug ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Êtes-vous en train de me dire qu'Ellie et moi sommes de la même famille? Anthony Greenspan acquiesce et montre à nouveau sa tache de naissance à Doug. Dans notre famille, cette tache se transmet de père en fils. Mon grand-père l'avait, je l'ai aussi, et tu l'as aussi. Il n'y a pas de doute, mais si vous me le permettez, j'aimerais faire un test ADN pour dissiper définitivement vos doutes. Doug s'assied en face de l'homme d'affaires, complètement déconcerté, et s'exclame, quel coup de théâtre! Je suis venu chercher de l'aide et j'ai fini par trouver mon propre père. Est-ce que c'est réel ou est-ce que je rêve? Doug avait toujours rêvé d'échapper à la rue, mais il manquait de connaissances, d'éducation et de simples relations humaines. Il n'arrivait pas à croire à son coup de chance soudain. Il conclut donc avec hésitation, il y a une chance. Père, j'en suis absolument certain, a répondu Monsieur Greenspan en souriant. Si vous voulez,
Nous pouvons aller au laboratoire aujourd'hui pour confirmer. Doug, je suis sérieux. Je te cherche depuis des années. Tu es mon héritier direct. Je dois te transmettre tout mon savoir pour que tu puisses reprendre l'entreprise. Et ne t'inquiète pas, tu recevras aussi une bonne éducation, tu peux aller dans n'importe quelle université du pays, mais je t'en prie, ne pars pas maintenant, plaide-t-il, le regard rempli de nostalgie. Bouleversé, Doug se lève de son siège et serre Anthony Greenspan dans ses bras. À travers ses larmes, il murmure « Je suis si heureux que tu m'aies enfin trouvé ». Anthony Greenspan lui rendit l'appareil et lui dit « Doug, mon fils, je remercie Dieu de m'avoir donné la chance de te retrouver ». Leur étreinte était très forte, comme s'ils essayaient de rattraper les années perdues en une seule étreinte. Le test ADN a confirmé le lien de parenté entre Doug et Anthony Greenspan. Le père a décidé de donner à Doug son nom de famille, de lui procurer un nouveau passeport et de le présenter officiellement à l'entreprise familiale. En outre, il a fait appel à un détective privé compétent pour découvrir comment Doug s'est retrouvé à l'orphelinat. Les conclusions du détective sont arrivées quelques semaines plus tard, confirmant les soupçons de M. Greenspan selon lesquels Alejandro avait amené Doug à l'orphelinat et payé le directeur de l'établissement une somme substantielle pour qu'il garde le silence. Déterminé à obtenir justice, M. Greenspan a utilisé ses relations au sein du bureau du procureur pour s'assurer que le directeur et l'ensemble de son personnel soit licencié ou emprisonné pour les mauvais traitements qu'ils avaient infligés aux enfants. Par la suite, l'orphelinat a été fermé et les enfants ont été placés dans de meilleures installations. Pendant ce temps, Doug commence à se sentir à nouveau lui-même. Il a quitté la maison abandonnée et a fait un généreux don d'argent à ses anciens voisins, afin qu'ils se souviennent de lui comme d'un bienfaiteur et d'un ami. Doug commence bientôt son premier apprentissage. Son père a commencé à l'emmener à l'entreprise presque tous les jours afin qu'il se familiarise progressivement avec ce qu'il attendait une fois qu'il serait passé du statut de sans-abri à celui d'homme d'affaires confiant et expérimenté. Doug est heureux de faire partie de la famille de M. Greenspan, d'autant plus que sa belle-mère, Hélène, accepte calmement le fils de son mari. C'est une femme sage qui a compris que le bonheur de son mari était aussi important que le sien. La petite Ellie, en apprenant qu'elle avait un grand frère qui l'avait sauvée, a commencé à idolâtrer Doug. Elle l'appelait souvent héros et aimait jouer avec lui, prétendant être un oiseau ou un pilote courageux sur ses épaules. Étonnamment, Marie est la seule à être bouleversée par les changements de vie de Doug. En apprenant que son père était un homme d'affaires réputé, elle devint triste et distante. Marie, qu'est-ce qui ne va pas, demande Doug, perplexe, quelque chose a changé entre nous? Tu as peur que je te quitte maintenant que je ne suis plus pauvre? Je t'assure que je t'aimerai toujours, quelle que soit ta situation. Marie l'embrasse affectueusement, mais ses yeux semblent tristes. Non, Doug, il ne s'agit pas de toi, tente-t-elle d'expliquer, mais elle s'arrête toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Doug insiste. Dis-moi ce qui ne va pas. Tu ne m'aimes plus? Tu ne veux plus être avec moi, pourquoi je ne mérite pas de savoir? Marie se contente de pleurer, incapable de contrôler ses émotions. J'aimerais pouvoir tout te dire, sanglote-t-elle, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Après cette conversation, un fossé s'est creusé entre elles. Ils ont commencé à se voir moins souvent. Doug se rendit compte qu'il perdrait à jamais sa bien-aimée Marie s'il ne prenait pas des mesures décisives. Convaincu de son plan, Doug a acheté une magnifique bague en diamant pour sa future épouse. Il voulait la demander en mariage d'une manière spéciale et romantique, mais il devait d'abord l'inviter à un rendez-vous. Cependant, le téléphone de Marie était injoignable, malgré toutes les tentatives de Doug. Il commence à s'inquiéter lorsqu'il reçoit soudain un message inquiétant. L'image représentait Marie attachée à une chaise, pleurant avec un pistolet pointé sur sa tête. La légende en dessous demandait à Doug de se rendre seul dans la zone industrielle, l'avertissant que la vie de Marie serait en danger si Doug impliquait la police ou son père. L'adresse à laquelle Doug devait se rendre était également indiquée. Malgré son envie immédiate de se précipiter, Doug se rend compte qu'il ne peut pas agir sans les conseils de son père. Conscient du risque,
Doug s'est rendu au bureau de son père pour demander conseil. Monsieur Greenspan demande à voir la photo, et Doug s'empresse d'ouvrir le fichier sur son téléphone. Stupéfait, Monsieur Greenspan s'enquiert de la durée de leur relation. Doug a répondu avec confusion, expliquant qu'ils étaient ensemble depuis environ 6 mois et qu'ils s'étaient rencontrés alors qu'il était sans abri. Monsieur Greenspan a ensuite demandé si Marie avait déjà parlé de ses parents ou de leur profession. Doug a secoué la tête, déclarant qu'elle avait seulement dit qu'elle s'était enfuie de chez elle pour ne pas se conformer aux souhaits de son père. En entendant ces mots, Monsieur Greenspan s'est mis à marcher de long en large dans la pièce, incapable de croire que son fils était tombé dans le piège d'une ruse aussi évidente. « Papa, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe, » dit Doug, confus. « Comment allons-nous sauver Marie ?» Monsieur Greenspan s'arrête devant son fils et lui dit calmement, « Je soupçonne Alejandro d'avoir planifié l'enlèvement de ta fiancée. » Quoi, c'est tout ce que Doug a pu dire. Pourquoi pensez-vous cela? Ce n'est pas le moment. Je vous expliquerai tout plus tard. Voilà ce que nous allons faire maintenant. 1 heure plus tard, Doug et son père roulaient à vive allure sur une route de campagne, se rapprochant d'une zone industrielle abandonnée, remplie de vieux entrepôts et de garages négligés. Une fois arrivés à destination, ils ont reçu un appel. Une voix mécanique, déformée par un programme spécial, les informe que Doug est sur le point d'être rencontré. Cependant, lorsque Doug est sorti du SUV, il ne s'attendait pas à être entouré d'une escouade entière et, le chiot ne pourrait pas se passer de son papa, n'est-ce pas? Alors qu'Alejandro et Monsieur Greenspan sont escortés dans le vaste entrepôt, Alejandro s'enquiert avec suffisance de sa fiancée, ce qui incite Doug à demander de façon sinistre où se trouve Marie. Alejandro a fait semblant de ne pas savoir qui était Marie, mais celle-ci est sortie d'une arrière-salle, attachée à une vieille chaise de bureau, en pleurant et en gémissant. Le père de Doug, essayant de rester calme, a exhorté Alejandro à relâcher la jeune fille, affirmant qu'elle n'était coupable de rien. Alejandro s'est moqué du père de Doug, puis a dit à Doug qu'il avait réussi à charmer sa fille pour qu'elle défie les règles de la famille. Pendant qu'il parlait, ses yeux brillaient comme ceux d'un loup menaçant. Confus, Doug demande des explications, partagées entre la haine d'Alejandro et la pitié pour Marie, qu'il croit différente. « Tu te souviens que c'est comme ça qu'elle s'est présentée à toi ?» Alejandro lui jette un regard caustique, puis poursuit triomphalement, « Voici ma fille, Becky PLO. Elle va épouser le fils d'un vieil ennemi. Vous croyez que je vais permettre une telle mésalliance, d'autant plus que j'avais déjà en tête le fiancé idéal pour Becky? » Malheureusement, elle s'est enfuie de chez elle lorsqu'elle a appris qu'elle allait épouser Arthur cet hiver. Elle a même changé de nom et travaillé au milieu de nulle part. « Tu pensais vraiment que je ne te trouverais pas ?» dit Alejandro en serrant l'épaule de sa fille d'un air peiné. Marie pousse un cri de douleur. « Ne t'avise pas de lui faire du mal, espèce de brute !» cria Doug, tentant de se précipiter à ses côtés mais se faisant arrêter par 2 hommes costauds. « Allons droit au but, Alejandra. »« Que voulez-vous ?» demande Monsieur Greenspan, qui peine à contenir sa colère. « Voilà une approche sensée, » murmure l'homme satisfait. « Je souhaite obtenir le paiement intégral de votre part, Anthony, ainsi que de la part de mon gendre. » « Vous n'avez pas l'intention de coopérer, n'est-ce pas ?» demanda froidement Monsieur Greenspan. « Laissez-moi deviner, vous vous attendez à ce que je vous offre à nouveau la moitié de ma société, ainsi que les actions. » Alejandro s'est contenté de secouer la tête en signe de désaccord. « Non, la moitié ne me suffit plus, vous et votre fils me donnerez tout ce que vous avez. »« Et si je refuse ?» a demandé calmement Monsieur Greenspan. « C'est votre prérogative. Mais alors je prendrai la vie de ma fille négligente et de votre fils malhonnête pour lui avoir permis de croire qu'elle pouvait avoir une vie différente de celle que j'ai choisie pour elle. » Vous n'oseriez pas faire cela. Doug s'est avancé et a dit, « Papa, je suis prêt à signer tout ce qui est nécessaire, tant que Marie reste en vie. » Monsieur Greenspan examine attentivement son fils, puis acquiesce, « Très bien, mon fils, je ne peux pas supporter de te perdre à nouveau. » Alejandro s'étire joyeusement en attendant de conclure l'affaire la plus rentable de sa vie. « Et qu'en est-il de Marie ? » « Tu vas la laisser partir, Doug ?» demande Alejandro.
Bien sûr, mentit l'homme, pourquoi aurais-je besoin d'elle? C'est une traîtresse pour moi et pour sa mère. À partir de maintenant, je ne la laisserai plus sur le pas de ma porte. Soudain, des bruits étranges résonnèrent derrière le mur de l'entrepôt. Alejandro mit une fraction de seconde à comprendre qu'il s'agissait de sirènes de police. Bande de vauriens, s'écrie-t-il avec colère, en pointant son arme d'abord sur Doug, puis sur son père. Maintenant, je vais vous réduire tous les deux en poussière, je ne sais pas par qui commencer. À ce moment-là, une équipe du SWAT a fait irruption dans l'entrepôt en criant haut et fort, « Tout le monde reste où il est, tout le monde à terre ». Quelques minutes plus tard, tous les criminels étaient arrêtés. Doug regarde avec regret Marie, qui est examinée par les médecins. Il se prépare à l'emmener à l'hôpital. Marie Becky, je me fiche de ton vrai nom et de ton père, dit Doug en lui prenant la main, je t'aimerai quoi qu'il arrive. Doug, bien-aimé, je ne pensais vraiment pas que tu me trouverais, répond la jeune fille d'une voix faible, quand j'ai réalisé que tu pourrais être blessé, j'ai eu tellement peur que j'étais prête à me séparer de toi juste pour te mettre à l'abri du danger. S'il t'était arrivé quelque chose, Doug, je n'aurais pas pu le supporter. Doug voulait en dire plus à sa bien-aimée, mais les médecins lui ont demandé de se retirer car ils allaient emmener Marie à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, mon fils. Les médecins vont s'occuper d'elle, a consolé son père. Au départ, je pensais que Marie ou Becky savaient tout, mais j'ai réalisé qu'elle n'en avait pas besoin. Elle n'est pas comme ses parents et elle est incapable de trahir l'homme qu'elle aime. Je sais, papa, répond Doug avec lassitude, je me fiche de savoir qui sont ses parents. Je vais l'épouser. Je l'aime, papa. Monsieur Greenspan se contenta de sourire à son fils et de lui tapoter l'épaule. 2 semaines plus tard, lorsque Marie a été libérée, elle a accepté la demande en mariage de Doug avec des larmes de bonheur dans les yeux. Le mariage a eu lieu au bord de la mer et a été un événement grandiose. Doug a reçu une excellente éducation et est devenu un homme d'affaires prospère. Au fil du temps, il a repris l'entreprise de son père. Marie a complètement coupé les ponts avec son père, qui a été condamné à la prison à vie. Elle a changé de nom pour laisser son passé derrière elle. Aujourd'hui, Marie élève les 3 enfants qu'elle a eus avec Doug dans le cadre de leur mariage. Chaque jour, Doug est reconnaissant d'avoir pu découvrir sa véritable famille et d'avoir l'occasion d'être proche des personnes les plus spéciales de sa vie.